Bonjour à tous. Je pense que tout le monde est assez impatient d'écouter ce qui va se dire, parce que je pense qu'on va avoir des choses très intéressantes à discuter ce soir. Parce qu'on approche de molécules qui deviennent très très pertinentes, je pense, pour la prise en charge des patients. Regard croisé, c'est des sessions qu'on a lancées avec brio depuis 2 ans, Covid oblige, et qui croisent des chercheurs et des cliniciens. Et je pense que ça, c'est un vrai plus, c'est tout à fait dans l'esprit de la recherche d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut de plus en plus faire parler les chercheurs, les cliniciens, faire approcher les chercheurs de tout ce qui est recherche translationnelle pour que ça serve un jour aux patients. Et en l'occurrence, aujourd'hui, parce que recherche translationnelle, c'est très proche de l'industrie, on va aussi parler on va parler essentiellement de nouvelles molécules, et je pense que là, on va avoir des sujets très très intéressants qui nous approchent du quotidien. Donc, je passe tout de suite la parole à Marine. Bonsoir. Donc, en effet, regard croisé avec un sujet de prédilection qui est donc les anticorps conjugués, avec, vous le verrez, plusieurs interventions. Une première partie qui est définie sur l'épidémiologie des cancers du sein en Nouvelle-Aquitaine et qui sera présentée par le docteur Deluche, qui est sur le CHU de Limoges. Puis une partie sur les récepteurs TROP2, ce que la biologie nous apprend, partie qui sera présentée par le docteur Gaëtan McGrogan. Puis une partie qui rentre sur les anticorps conjugués, ce que la chimio nous apprend, et qui sera présentée par le docteur Philippe Barthélémy de l'Université de Bordeaux. Et enfin, une partie plus clinique sur les anticorps conjugués, ce que la clinique nous apprend, avec une première partie sur le cancer du sein, présentée par le docteur Arnados de l'Institut Bergonié, et puis les cancers urologiques, et en l'occurrence les carcinomes urothéliaux par moi-même. Ensuite, nous pourrons débriefer un petit peu sur l'innovation clinique et ce que les patients nous apprennent. Merci. Et donc, on commence par Madame Deluche. Donc, merci beaucoup en tout cas de l'invitation. Je suis très contente de venir discuter avec vous pour cette première fois dans le cadre de ces présentations. Donc, on m'a demandé de parler un peu de l'épidémio dans la Nouvelle-Aquitaine, mais finalement, je n'ai pas trouvé beaucoup de données. Donc, ça sera plutôt des données au niveau national. Et puis, vous allez voir que finalement, on n'a pas non plus trop de données sur les épidémios. Donc, ça, c'était mes conflits d'intérêts. Donc, tout d'abord, un peu des généralités sur l'épidémiologie du cancer du sein. Donc, vous le savez tous, en fait, on ne parle pas d'un cancer, mais de plusieurs cancers du sein. Et je pense que mes collègues, s'il y a des collègues anapathes, ils vont nous dire que c'est encore même plus compliqué que ce que je vais présenter, en sachant que si on schématise, on a les cancers plutôt type lumineux avec expression des récepteurs hormonaux, les cancers HER2 positifs et les cancers triple négatifs. Et ce que je vous présente là, probablement l'année prochaine, on va le changer avec des nouveaux sous-types, avec les HER de l'eau. Donc, peut-être qu'on va un peu plus démembrer cette épidémiologie du cancer du sein. Donc, on sait que le cancer le plus agressif, c'est le cancer triple négatif. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ces présentations. C'est parce que finalement, les anticorps conjugués vont avoir toute leur place dans cette type de population pour lequel on est en manque d'innovation thérapeutique et au cours duquel, des dernières années, on a pu améliorer la prise en charge de ces malades. Et donc, vous voyez qu'au stade localisé, on confirme bien que ces cancers triple négatifs ont une survie à 5 ans. Donc, c'est des données qui sont un peu anciennes, 2012-2018, mais qui sont nettement inférieures aux autres types de cancers. Alors après, donc, on m'avait demandé en Nouvelle-Aquitaine, donc j'ai cherché, je n'ai pas réussi à avoir accès au registre ni de Nouvelle-Aquitaine, ni même du Limousin. Alors peut-être que les anapathes, ils ont des registres qui sont plus facilement accessibles. En tout cas, j'avais retrouvé cette cohorte, en fait, qui est, vous voyez, aussi ancienne, 2007-2012, mais finalement, dans la littérature, on a peu de données nationales sur les répartitions des différents sous-types de cancer du sein. Et donc, vous voyez qu'en fonction de l'âge, on va avoir des profils qui vont être très différents, avec, vous le voyez en vert, les cancers triple négatifs qui vont toucher les femmes plutôt préménopausées, alors que quand on est en post-ménopause, finalement, on a moins de cancers triple négatifs. Et puis, ce que c'est en rouge et en bleu, des cancers plutôt lumineux pour les patientes qui sont post-ménopausées par rapport aux patientes préménopausées. Donc ça, c'est une manière aussi de démembrer les cancers en fonction de l'âge, mais on peut aussi le démembrer, alors là, d'un point de vue plus anapathe, en fonction du type histologique. Et vous voyez que finalement, entre cette simplification de dire luminal, HER2 et triple négatif, c'est encore plus complexe, puisque dans chaque sous-type, il va y avoir des types histologiques plutôt de bon pronostic
et d'autres de mauvais pronostics. Et ce qui va être important pour nous pour les triples négatifs, donc sur cette ligne-là, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs sous-types, mais finalement, aujourd'hui, on traite un peu tous les cancers du sein triple négatifs de la même manière. Et dans les essais cliniques, c'est rare, peut-être que Monica en parlera, hormis l'étude TART qui va vraiment se concentrer sur ceux qui vont avoir une expression des récepteurs aux androgènes. Finalement, il y a peu d'essais cliniques qui vont essayer de démembrer le type triple négatif pour essayer de proposer des traitements par sous-type. Donc ça, c'est pour dire qu'au niveau histologique, finalement, peut-être qu'il y ait plus d'essais à monter sur un sous-type plutôt que sur un grand type moléculaire. Donc, quand on regarde un peu l'épidémio, moi, j'avais regardé en local et j'étais un peu effrayée parce que je trouvais, moi, 10% de triple négatif et 12% d'HER2 positif. Alors, je me suis dit, ce n'est pas du tout les chiffres qu'on avait l'habitude d'avoir. Et puis, finalement, quand j'ai regardé dans la cohorte Canto, donc c'est une cohorte de cancer du sein qui a inclus près de 12 000 malades en France, donc avec plusieurs questionnaires qui étaient faits pour essayer d'évaluer un petit peu les toxicités, les retours au travail. Et donc, quand on regarde les publications qui avaient été faites, on voit que finalement, on a beaucoup de tumeurs RH+. Vous voyez, on est à plus de 80-90% de tumeurs qui vont être RH+. Quand on regarde vraiment les RH-HER2, on est autour de 3%. Donc, si on regroupe les tumeurs qui sont HER2 positives, quel que soit le récepteur hormonal, on trouve autour de 14% et les triples négatifs, finalement, 9%. Donc, c'est vrai que c'est un peu loin des données qu'on avait de 15%, 20% d'HER2 qu'on retrouve plutôt au stade métastatique. Et finalement, je n'en ai pas trouvé tant d'autres publications françaises qui permettent de décrire un petit peu l'épidémiologie du cancer du sein en adjuvant. Quand on essaye maintenant de redémembrer un peu plus dans les triples négatifs, j'espère que vous voyez bien de loin, eh bien, il y a plusieurs aussi aspects qu'on peut prendre. On peut prendre aussi en fonction des signatures moléculaires PAM50. Et vous voyez, il y a plusieurs publications qui avaient essayé de démembrer d'un point de vue un peu plus moléculaire avec le profil mésenchymateux, le profil avec expression des récepteurs aux androgènes. Et vous voyez que finalement, d'un cancer triple négatif au niveau moléculaire, on a plusieurs sous-types moléculaires. Et donc, je vais en parler juste après, c'est que finalement, il y a eu des publications à l'ESMO qui ont montré que les taux de réponse aux chimiothérapies et les survies des patientes étaient différentes en fonction du sous-type moléculaire triple négatif. Donc, une des propositions assez récentes, en fait, si on essaye de pouler un peu toutes les infos, c'est de différencier finalement 4 types de cancers triple négatifs, ceux qui sont plutôt avec expression des récepteurs aux androgènes, qui vont avoir certaines caractéristiques biologiques, mais aussi cliniques. On sait bien que c'est des patientes qui n'ont pas les mêmes métastases, qui n'ont pas les mêmes réponses au traitement. Un profil plutôt enrichi au niveau immunitaire avec des TILs élevés, un PDL20 qui va être plutôt positif. Des anomalies de la réparation de l'ADN, donc ça, je ne l'ai pas signalé, mais effectivement, c'est toutes les mutations BRCA qu'on va pouvoir retrouver ou des scores HRD. Et puis, plutôt des triples négatifs avec des modifications de la voie P3K AKT-mTOR. Donc, c'est une des propositions, mais finalement, quand on va regarder, il y a plusieurs options possibles. Donc, comme je l'ai dit à l'ESMO, il y a une signature, en tout cas une classification transcriptomique qui s'appelle mon triple négatif type 4 qui avait été proposée. Il y avait déjà eu des publications qui avaient montré que ça avait une valeur prédictive en termes de réponse. Et donc là, étaient présentées les réponses plutôt à long terme à cet ESMO. Donc, on différencie 4 types triple négatifs, les basal-like, 1, 2, les profils avec expression des récepteurs aux androgènes, le sous-type mésenchymateux et les récepteurs aux androgènes. Quand on regarde sur le tableau, finalement, il n'y a pas vraiment d'éléments cliniques qui nous permettent de différencier vraiment les sous-types. Vous voyez que les tailles tumorales étaient à peu près identiques. Les atteintes ganglionnaires, peut-être un tout petit peu moins dans le profil avec expression des récepteurs aux oestrogènes. En termes de KI, moins dans les profils avec expression aux androgènes. Pour le grade 3, pareil, ça c'est plutôt connu, un taux de prolifération qui est un peu moins important dans ces tumeurs avec récepteurs aux androgènes. Et puis en termes de TILS, finalement, beaucoup moins dans le profil RE positif. Mais vous voyez, cliniquement, c'est quand même compliqué de dire sans biologie si on a affaire à tel ou tel sous-type de triple négatif. Et donc, quand on regarde, ce qui est particulièrement intéressant pour nous, c'est le taux de réponse. Et donc, vous voyez que dans les profils basal-like, que ce soit 1 ou 2, on va avoir des taux de réponse au traitement qui vont être autour de 50-60%, alors que ce taux va chuter autour de 30-35% quand on prend le profil mésenchymateux ou le profil avec expression des récepteurs aux androgènes. Et en termes de survie, probablement parce qu'on ne les traite pas de manière adaptée, la survie dans ces profils mésenchymateux et avec expression des récepteurs aux androgènes est plus faible que dans les profils basal-like.
Donc, tout ça pour dire que probablement, on ne les démembre pas comme il faut en routine et que du coup, on ne développe pas les essais cliniques qu'il faut pour les traiter de manière adéquate et que l'avenir, ça sera peut-être, même si on développe les anticorps reconjugués, de se poser la question des différents sous-types. Alors, est-ce qu'il en faut 3? Est-ce qu'il en faut 4? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas la réponse, mais probablement que juste dire triple négatif, ce n'est pas suffisant pour pouvoir améliorer la prise en charge de ces patientes. Et donc, je trouvais cette publication assez rigolote parce que finalement, moi, je vous ai présenté mésenchymateux, basal-like, etc. Mais finalement, si on voulait en prendre en compte toutes les caractéristiques moléculaires, ce qui avait été présenté lors de cette publication très récente, c'est que finalement, on a des milliers de sous-types de triple négatif. Bien sûr, il est hors de question d'aller dans ce démembrement aussi pointu pour faire de la recherche clinique, mais avoir à l'esprit, effectivement, quand on dit triple neg, c'est probablement pas une bonne manière de percevoir les choses pour développer de la recherche clinique. Donc là, c'était tout ce qui était stade adjuvant. Si on regarde le stade métastatique, pareil, pas beaucoup finalement de données d'épidémiologie. Donc, on a cette cohorte ESME, qui est une cohorte donc, nationale qui avait inclus près de 22 000 patients, donc ça peut être augmenté depuis sur les chiffres. Et quand on regarde la répartition, on retrouve à peu près 20% de tumeurs HER2 positives, 15% de tumeurs triple négatives, et tout le reste, ça va être des tumeurs RH+, sachant qu'il y avait des phénotypes qui avaient été non établis parce qu'on n'avait pas pu avoir cette information. Et donc, quelles sont les survies? Eh bien, on voit qu'effectivement, le profil triple négatif est le profil pour lequel l'espérance de vie est la plus mauvaise, probablement parce qu'on n'avait pas aussi les traitements adéquats, et que les tumeurs HER2 positives sont maintenant le type de tumeur pour lequel on a les meilleures espérances de vie. Alors, quand on regarde dans une autre présentation, c'est en fait au fur et à mesure du temps, entre 2008 et 2016, est-ce qu'on a amélioré l'espérance de vie des patientes? Et vous voyez, dans les triples négatives, si on considère tous les traitements qu'on avait jusqu'à 2016, donc ce qui exclut les anticorps reconjugués, l'immunothérapie, eh bien, il n'y avait pas d'amélioration de la survie de ces patientes. Et c'est pour ça qu'on a considéré que le cancer triple négatif était un cancer pour lequel il y avait un besoin médical important et un besoin de meilleure compréhension de la biologie et de développer des traitements plus adaptés. À l'inverse, vous voyez qu'il y avait un signal, alors c'est peut-être de loin, ça se voit un peu moins bien, mais il y avait un petit signal pour les RH+, mais on n'avait pas encore les inhibiteurs TDK4/6. Et surtout, le gap apparaît énormément pour les tumeurs HER2 positives, où là, il y a eu effectivement des développements médicaux importants, effectivement avec des anticorps reconjugués, mais on n'en parlera pas dans ces présentations-là. Mais c'est aujourd'hui ce type de médicament qui a permis l'amélioration de l'espérance de vie de ces patientes. Donc, du coup, pour l'avenir, pour les triples négatifs, c'est probablement les anticorps reconjugués. Peut-être d'autres développements avec, j'espère que Monica en parlera, moi je crois beaucoup aux anti-androgènes pour les cancers du sein triple négatif, en tout cas pour le sous-groupe avec cette expression des ERA, parce qu'ils ont des profils très différents. Mais voilà, une nécessité vraiment de combiner les anapathes et les cliniciens pour développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Voilà, merci.